partie qui nous occupe maintenant, nous allons entendre successivement des interventions autour de ce que nous avons appelé l'atelier 4, des interventions auxquelles nous adjoindrons une quatrième intervention plus brève de Mireille Kerlan, qui nous a fait cette demande. Elle devait participer, puis finalement, elle n'avait pas envoyé de documents et elle revient, donc volontiers nous l'accueillons. Alors, nous allons donc commencer avec la vidéo que nous a envoyée Francis Danvers et Marie-Lise Lortois autour qui s'intitule « Fragment pour une pensée de l'intranquillité », un dialogue entre John Dewey, Emmanuel Mounier et Pierre Soulages. Voilà, donc je nous invite à écouter cette communication. Bonjour à toutes et à tous. Pour introduire notre communication, nous allons donc vous exposer très rapidement notre démarche, à savoir la présentation de chacun de nos trois protagonistes par le biais de citations qui les caractérisent, puis l'analyse de l'essentiel de leurs propos au prisme de trois entrées. Une première entrée politique au sens de la cité, une seconde entrée selon l'expérience du sujet, et pour compléter ce triptyque, une entrée concernant le champ des valeurs. Alors, d'un point de vue méthodologique, notre façon de faire a été de comparer, puisque pour nous, le comparatisme est une heuristique qui nous permet donc d'ouvrir le champ de la compréhension de l'homme et de la société pour chacun de ces trois acteurs, Dewey, Mounier et Soulages. Nous couvrons donc des concepts qui constituent la cohérence de ces systèmes de pensée qu'on rencontre chez chacun d'eux. Ce trilogue est en fait un pari que nous lançons, à savoir de déceler une différence d'interprétation, mais sur un fond d'unité. Donc, en fait, au travers de chacune des particularités des auteurs, on verra donc un système de convergence de pensée, une congruence de la pensée chez les trois auteurs. Et pour donc commencer cette communication, nous allons d'abord à la rencontre de l'auteur américain, John Dewey. Donc voilà l'ouvrage que j'ai l'intention de vous proposer. Il est intitulé « Démocratie et éducation », suivi de « Expérience et éducation ». Donc c'est un ouvrage monumental qui fait plusieurs centaines de pages et qui est aujourd'hui couramment cité dans bon nombre de bibliographies d'éducation, mais pas seulement. Donc, en fait, il y a une idée force. L'idée force, c'est que l'éducation n'est pas une préparation à la vie, elle est la vie elle-même. Les oppositions du corps et de l'esprit et de la chair ont toutes une exigence fondamentale dans la crainte de la vie. Dewey a une conception du vivre ensemble, je prends ce terme d'aujourd'hui, considérant que le régime qui a sa préférence est un régime démocratique d'orientation libérale. Il relie étroitement démocratie et éducation, et l'éducation a une dimension expérientielle fondamentale. Traduit en termes plus contemporains, c'est l'idée que la démocratie est un système qui peut se corriger par lui-même, à la différence d'un régime autocratique ou autoritaire. Sa conception éducative donc fait le lien entre l'homme dans la cité, mais en même temps, c'est aussi une préparation de l'enfant dont les termes ne sont pas très éloignés de l'éducation nouvelle. D'ailleurs, on considère que Dewey fait partie du courant de l'éducation nouvelle avec une conception, entre guillemets, des besoins de l'enfant à satisfaire dans son milieu. Alors, ce qui le caractérise sur le plan de sa méthode scientifique en éducation, c'est l'expérimentalisme, c'est-à-dire la croyance que seule l'expérience nous enseigne et nous renseigne sur les enjeux d'une situation. Donc c'est un anti-sensualisme, c'est-à-dire les données des sensations ne sont pas suffisantes à elles-mêmes pour nous enseigner sur l'intelligibilité d'une situation, d'où la notion de réflexivité. Alors les valeurs qui sont incluses dans ce parti pris épistémologique et cette option démocratique
on peut dire qu'elle relève à la fois d'un humanisme social, considérant que le développement de l'homme est contemporain de la promotion de la liberté individuelle. C'est une philosophie pragmatiste et empiriste, même si elle n'est pas sensualiste, je l'ai dit tout à l'heure, qui réclame une conception égalitaire des citoyens dans une société démocratique ouverte. On poursuit donc après avec Mounier. Mounier, alors là, l'ouvrage que je vous propose, ou alors tu souhaites… Non, continuer. Bon. Alors, voilà, là, l'ouvrage choisi, c'est Traité du caractère. C'est pas l'ouvrage le plus connu dans l'œuvre de Mounier, mais il nous a semblé intéressant de convoquer cet ouvrage parce que derrière ça, on voit bien sa conception de l'homme, du citoyen et de l'homme en société. Alors, l'idée force, et donc le propos qu'on vous propose, je cite, contre Marx, nous affirmons qu'il n'y a de civilisation et de culture humaine que métaphysiquement orientée. Fin de citation. Mounier critique l'individualisme au sens capitaliste du terme, c'est-à-dire les individus qui rentrent en conflit les uns par rapport aux autres, par rapport à un utilitarisme forcené. Pour Mounier, l'homme ne se réduit pas aux besoins des travailleurs, mais l'homme, c'est la personne qui est ouverte à une forme de transcendance. Alors, sa conception de la transcendance, évidemment, peut donner lieu à débat. C'est pas une auto-transcendance, c'est une transcendance qui est ouverte vers l'absolu et qui se traduit par une conception de la laïcité qui est une laïcité écuménique. Alors, cette conception qui aujourd'hui peut paraître acceptable, elle n'était pas du tout dans le contexte de l'Église catholique, apostolique et romaine d'avant Vatican II, et donc cette conception de la laïcité écuménique ouverte a donné lieu à bon nombre de controverses qu'a dû subir l'auteur. Alors pour lui, il fait appel à une nouvelle civilisation, donc il ne parle pas uniquement de l'homme en société, du sociétal on dirait aujourd'hui, ou même de la sociologie au sens de Durkheim. Il ouvre le débat de manière beaucoup plus globale, en faisant référence aux données de son temps. Donc c'est une pensée incarnée, on part des préoccupations des temps contemporains, et on prend aussi, ça c'est original, on s'appuie sur les apports des sciences humaines et sociales. La revue qui témoigne de ce courant de pensée, qui est toujours vivante, c'est la revue Esprit. Alors vous voyez, l'esprit, c'est pas uniquement le cerveau, c'est pas uniquement l'intelligence, mais il y a là une conception beaucoup plus ouverte de la nature humaine. Dernier élément, c'est que son humanisme est un humanisme de combat, donc c'est tout sauf un humanisme désincarné. Parce qu'on pourrait penser qu'une conception spiritualiste, bon, une conception un peu éthérée, alors là, pas du tout. C'est une pensée qui s'enracine, si je puis dire, dans les enjeux de la société. Alors, que nous apprend son traité du caractère? En gros, on peut dire que c'est une psychologie du moi, qui évidemment ne prend pas en compte la psychologie freudienne. Alors pourquoi je dis Freud? Parce que Freud était son contemporain. Si on prend par exemple le malaise de la civilisation, c'est 1929. Donc c'est une psychologie du moi qui met l'accent par exemple sur le caractère, je dirais la force du caractère dans la notion de persévérance. Donc il y a une connotation, on peut dire, à la fois morale, mais métaphysique. Et cette métaphysique renvoie au mystère de la personne. C'est-à-dire la personne ne se réduit pas à l'individu et à la satisfaction de ses besoins sociaux ou animaux, c'est-à-dire manger, boire, se reproduire, etc. Et donc, cette psychologie, je dirais qu'elle s'enracine dans 3 dimensions. Elle est une psychologie individuelle, c'est la première dimension. Elle prend en compte la dimension familiale. Et la 3e dimension, c'est la dimension sociale. Et qui n'exclut pas des enjeux tels que l'éducation à la paix. Il faut rappeler que Mounier a une vie brève, à la différence des auteurs qu'on vient de citer, comme Dewey ou Soulages, qu'on va aborder tout de suite. Il a une vie brève, c'est-à-dire il est né en 1905, il décède en 1950, et en 45 ans évidemment de vie, il peut difficilement être comparé terme à terme avec les auteurs qu'on vient d'évoquer. Et c'est un auteur qui est très marqué évidemment par les guerres que je viens à l'instant de mentionner. Alors, notre présupposé, c'est ça. Tout grand auteur mobilise, qu'il le veuille ou non, qu'il le déclare explicitement ou non, une conception de l'individu, une conception de la société et des rapports de l'un avec l'autre. Là, on a affaire clairement à un humanisme spiritualiste, c'est-à-dire le primat est accordé à l'individu, son épanouissement, son achèvement, compris spirituel, parce qu'il y a l'idée d'une vocation de l'homme dans toutes ses dimensions.
d'une certaine manière, il veut refaire la Renaissance. Vous voyez, bon, alors derrière ça, il y a un héritage d'émancipation de l'individu, mais aussi une ambition pour la civilisation. Et ça, c'est une pensée, j'allais dire, presque grandiose, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dissoudre la civilisation dans des enjeux nationaux, voire beaucoup plus grégaires, voilà, en opposant les groupes, les sexes, etc., etc. Donc là, il y a une ambition pour la civilisation. Il ne nomme pas, il nie pas aux civilisations européennes versus civilisation occidentale ou orientale. C'est l'achèvement de l'homme dans toutes ses dimensions, dans le cadre d'une pensée incarnée. Alors, avant de rejoindre Soulages, je vous propose un petit détour avec Pastoureau, pour qui l'univers du noir et blanc que l'on croyait relégué dans le passé est toujours là, profondément ancré dans nos rêves et peut-être dans notre manière de penser. Alors, le noir aurait-il une valeur morale ? La technique du cinéma en couleur, bien que déjà bien au point dans les années 1920, a été retardée, car jugée trop osée pour la société du moment, à tel point que Henry Ford, protestant puritain, n'acceptait de vendre ses Ford T que noirs, contrairement à la concurrence. Mais les codes peuvent s'inverser. Alors que la couleur est omniprésente aujourd'hui, c'est le noir et le blanc qui deviennent révolutionnaires. Soulages, peintre du noir, nous dit aimer le noir pour son autorité, son évidence, sa radicalité. Tandis que les artistes impressionnistes, par exemple, évitent le noir, mais qu'Édouard Moinet voyait dans le noir un aspect important de la contemporanéité, que les cubistes du XXe siècle firent du noir un dénominateur spatial important de leur peinture, le XXIe siècle est celui de l'absolu. Le noir a été chanté, il est aussi breveté. Qui détient alors le record du monde du noir le plus noir? Est-ce Frédéric de Wild ou Anish Kapoor qui utilise le Vantablack, capable d'absorber 99,965% de la lumière? Ou s'agit-il de Stuart Semple avec son pigment black 3.0? Dans ce cas, le noir est utilisé pour nous faire perdre tout repère. Ce n'est pas l'intention de Soulages, elle est tout au contraire. Lui recourt à l'inverse au noir comme médium. Et donc, je rejoins cette fois-ci Soulages en le citant dans cet ouvrage qui a été notre support intitulé L'intériorité dans la peinture, qui sont des entretiens donc avec l'artiste peintre, qui nous dit que les mots amènent à la peinture, mais restent sur le bord. Ils sont impuissants à en pénétrer les pouvoirs. Les mots sont des béquilles qui permettent de faire un petit bout de chemin en direction de l'œuvre. Dans un premier temps, ils peuvent servir à ouvrir les yeux enlisés dans les habitudes, montrer que l'on voit davantage avec ce que l'on a dans la tête que devant les yeux. Mais la plus grande partie du chemin reste hors de leur portée, puisque l'art, justement, est au-delà. D'un point de vue politique, on pourrait dire que Soulages nous invite à une grande politique qui laisse ouvertes les frontières, élément important pour tout comparatiste qui se respecte. Au moment où il avait atteint sa 100e année, il est interrogé sur ses projets d'avenir et son envie, son goût pour continuer à peindre. Et il répond « Je n'ai qu'une envie, c'est celle de peindre. En ce moment, je suis tentée par beaucoup de choses, entre autres par les pouvoirs artistiques des matières et des techniques. Et ce qui reste à faire me paraît vaste. » Beau programme. Pour l'expérience du sujet, l'artiste donc opère à des transgressions, notamment en créant même un néologisme l'outre-noir, un clin d'œil à l'outre-mer ou l'outre-Rhin. C'est une invitation aussi au voyage intérieur évidemment, où il ouvre donc les horizons. Il opère à une pensée dialectique qui est ouverte. Et cette sortie, en fait,
peut être présenté selon trois mots importants, puisqu'on parle de concept, mais on mobilise aussi un lexique spécifique, à savoir qu'il s'expose, il expose ses œuvres, il s'expose en prenant des risques, et il explore. Alors, il explore puisque on pourrait croire qu'il a atteint les limites des possibles du noir un certain temps, car entre 2009 et 2012, il peint avec du blanc. Dans cette peinture faite d'un pigment blanc, c'est l'ombre qui est mon instrument. C'est l'ombre qui me conduit dans ce travail. Ce n'est plus la lumière. La lumière est toujours mon matériau, reflétée sans venir d'une couleur peinte. L'ombre en fait certes partie, mais c'est un autre champ mental. Pour Soulages, on pourrait plutôt parler d'un humanisme agnostique, sachant que le peintre était effectivement agnostique, mais attaché au sacré. Et pour lui, en fait, la révélation est importante, mais il suspend son jugement sur des fins dernières, d'où la notion d'agnostisme. Il s'agit en fait d'une quête inédite au niveau mondial, puisque l'artiste a eu la chance d'une vie complète, donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel pour un homme de sa génération. Et il poursuit en fait sa pensée qui reste tout à fait féconde. On pourrait dire qu'il incarne une forme d'idéal, et il est d'ailleurs reconnu internationalement. Et donc, je pense qu'on peut peut-être conclure. Alors, donc, je vous propose un peu cette réflexion. Peut-être avant, oui. Justement, à propos d'humanisme agnostique, peut-être faire justement la différence entre lumière et clarté. Puisque lorsqu'il a réalisé les vitraux de Conques, ça lui a permis de dépasser en fait le pouvoir révélateur de la lumière, puisque pour lui, contrairement à la lumière, la clarté revêt une dimension métaphysique et pas seulement physique, où la lumière peut être visible, hein, quand on a le spectre coloré de la lumière. La clarté, par contre, est invisible. Donc, il y a toujours ce jeu entre le visible et l'invisible. Alors, que conclure sans achever le débat? Donc, nous avons essayé, Marie-Lise et moi, de relier trois auteurs qui peuvent être considérés comme des auteurs majeurs, parce qu'ils se retrouvent tous sur le fait d'avoir fait une œuvre importante, exigeante, et que nous avons d'une certaine manière le devoir éthique de transmettre aux générations futures. Alors, c'est vrai que Dewey, aujourd'hui, disons, partie de l'Amérique aujourd'hui conquiert en quelque sorte la pensée européenne et française en particulier. Et donc, je crois que sa conception de la démocratie libérale liée à l'éducation, qui considère que l'enfant doit se développer, mais aussi expérimenter, je pense que ça, c'est très important, notamment dans le courant de l'éducation nouvelle, puisqu'il a été l'un des inspirateurs importants. L'œuvre de Mounier invite à nous interroger sur l'intranquillité qui est liée à l'ouverture au spirituel. Donc on sent bien que tout n'est pas dans les interactions entre l'individu et la société, mais il y a un troisième terme que l'art introduit, mais aussi la dimension du rêve. Je pense notamment à Pessoa. Pourquoi rêver les rêves des autres? Donc il y a l'idée, par une dimension peut-être subliminale, qui ne se réduit pas dans une pensée matérialiste, d'ouvrir la question de l'humain sur une dimension métaphysique, n'ayons pas peur de ce mot, qui renvoie à une quête incessante. Et donc, ces trois auteurs se retrouvent justement sur l'exigence d'une œuvre, sur la nécessité de la transmission. Ce sont des penseurs progressistes qui ont été à l'encontre des préjugés ou des limitations de leur temps. Ils ont tous rencontré la problématique de la guerre, je crois que c'est très important. Leur héritage est aujourd'hui discuté, vivant, et je pense que notamment notre discipline, les sciences de l'éducation et de la formation, mérite de s'emparer de cette pensée. Et alors, je citerai un auteur aujourd'hui qui est complètement oublié à tort, c'est Maurice Blondel,
auteur d'un traité important sur l'action humaine, qui tente à montrer que nous avons toujours du mouvement pour aller plus loin. Et là, on retrouve cette exigence éthique au-delà de la politique, qui est, je dirais, le ferment de toute pensée éducative vivante. Voilà, nous vous en remercions. Et qui n'est pas donc une exigence, mais une simple invitation. Peut-être une lecture pour continuer la réflexion, celle d'un ouvrage de l'artiste Kandinsky intitulé « Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier ». Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Voilà la première intervention qui vous a été proposée. Alors, la seconde intervention, c'est celle que je vous propose avec Pierre Camarata, qui s'intitule Le mécanisme du bouc émissaire au regard dans le cadre de ce colloque, de la… Alors, attendez, voilà. Au prisme de l'expérience de John Dewey. Sans doute, par rapport à ce que nous avons entendu jusqu'à présent, peut-on se considérer comme des enfants illégitimes de Dewey, peut-être même des bâtards. Bon, en revanche, au regard du concept d'expérience, puisque c'est celui-là que nous mettons en exergue, eh bien, sans doute sommes-nous là dans une filiation. Voilà, je vous propose d'écouter donc cette discussion que j'ai avec Pierre Camarata. Oui, donc je suis Rémi Casanova, maître de conférence en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Lille et je suis fondateur de l'Observatoire du bouc émissaire des violences institutionnelles et j'ai rencontré la pensée de John Dewey au cours des enseignements que je donnais à l'université. Alors cette communication, je la présente avec Pierre Camarata. Je suis psychologue de formation, psychosociologue de formation, et mon activité professionnelle m'a conduit à rencontrer la notion d'expérience, que ce soit dans le cadre de mon activité de recherche ou dans le cadre de mon activité de formation. Donc, il s'agit, donc avec Rémi Casanova, nous allons aborder la question du mécanisme du bouc émissaire, qui est une de ces un champ d'expertise sur lequel il a beaucoup travaillé, et au prisme, donc la lecture de ce mécanisme au prisme de l'expérience chez Dewey. Alors, il y a deux dimensions qui vont être abordées, traitées. D'une part, la mise en perspective réciproque de l'expérience, d'une part dans le mécanisme du bouc émissaire, et d'autre part à travers des écrits de John Dewey. Une deuxième dimension permettra d'interroger comment aborder et comprendre le mécanisme du bouc émissaire à travers, par le concept d'expérience chez John Dewey. Effectivement, notre hypothèse, c'est que il y a des points d'analogie très forts entre le pragmatisme de Dewey et le bouc émissaire, et que la question de l'expérience se trouve centrale dans cette compréhension, à savoir que la théorisation que nous proposons et la problématisation que nous proposons du bouc émissaire est totalement en lien avec le pragmatisme de Dewey et que nous considérons de ce fait que l'expérience telle qu'il la développe permet de comprendre le mécanisme. Donc, on va essayer d'avancer de cette façon-là. Alors, est-ce qu'il s'agit pratiquement d'un exercice, je dirais, un peu artificiel, ou est-ce qu'il y a une réalité, est-ce que tu as repéré une réalité dans ces approches-là et dans la place laissée à l'expérience? Non, alors, il y a de réels liens, de réelles analogies. D'ailleurs, dans les références qu'on va proposer, nous avons des collègues qui se réfèrent explicitement à Dewey, notamment lorsqu'ils mettent en lien des interventions institutionnelles, proches parfois de l'analyse institutionnelle et de la façon dont la pensée de Dewey, d'une certaine manière, se met en œuvre. Alors, on va peut-être commencer cet exercice-là, si je peux dire, en reprenant
une citation de John Dewey, et, donc citation qui apparaît à l'écran et que je vais lire tout de même pour se donner le temps de bien appréhender et de bien approcher chacun de ces termes. Donc il écrivait « Si on me demande ce que j'entends par expérience dans ce contexte, je répondrai quelle est cette libre interaction des individus avec les conditions environnantes, en particulier avec l'environnement humain, qui aiguise et comble le besoin et le désir en augmentant la connaissance des choses telles qu'elles sont. » Oui, alors de fait, il y a énormément d'éléments qui sont présents dans cette citation et qui vont être éclairantes pour nous. Il y aura d'abord la question de l'expérience en tant que telle. Nous allons aborder ensuite la question du contexte, qui est fondamentale dans la logique de la compréhension du mécanisme du bouc émissaire. Il y a la question des interactions des individus, et notamment la place de l'individu, puis notamment le lien avec cet environnement humain, sachant que nous travaillons aussi sur la question de cet environnement institutionnel, c'est-à-dire cette médiation qui est créée par les humains pour répondre à une problématique dont l'institution s'empare d'une certaine manière. Et puis la question du besoin et du désir qui sont vraiment au cœur de la question du bouc émissaire, et enfin la question de cette augmentation de la connaissance des choses telles qu'elles sont au regard de ce qu'elles pourraient être ou de ce qu'elles ne veulent pas montrer qu'elles sont. Et là on abordera la question notamment des non-dits et plus profondément encore la question des tabous. Alors, ça signifie qu'on peut reprendre point par point finalement chacun de ces éléments. C'est ça. Pour voir en quoi le travail sur le mécanisme émissaire, d'une part c'est clair, et d'autre part éclaire aussi chacun d'entre eux. Alors, on commence par l'expérience. Oui, alors l'expérience, on pourrait commencer par dire que chez Dewey, comme chez nous, modestement, dans notre façon d'envisager la question du bouc émissaire, la question de l'expérience, on pourrait même dire d'un point de vue étymologique, est au cœur de la compréhension du mécanisme et puis même des stratégies d'action par rapport au mécanisme. Expérii, sortir du péril. C'est l'idée que nous invitons à penser le bouc émissaire à travers cette notion de péril qui est passé, qui est même potentiellement dépassé, notamment par la connaissance et puis par l'expérience vécue. Expérie, c'est passer par le péril et s'en sortir, c'est-à-dire être capable tout simplement de faire expérience du mécanisme. Alors, à travers cette vignette, je voudrais simplement dire que on peut travailler cette expérience de multiples façons et qu'une façon de travailler cette expérience, c'est la mise en relation entre les individus. Peut-être faut-il d'ailleurs dire que le bouc émissaire, c'est un mécanisme de réconciliation momentanée qui est fondé sur l'exclusion et la substitution. C'est-à-dire que dans les structures que nous pouvons proposer ou dans les modalités de réflexion que nous pouvons proposer, c'est l'idée de penser le bouc émissaire à travers on peut dire ce triple prisme, celui de la réconciliation momentanée, celui de la substitution et celui de l'exclusion. Et donc, l'idée, c'est à travers l'expérience de connaître. Là encore peut-être au sens étymologique que Dewey n'aurait pas renvoyé aux oubliettes, qui est au fond une connaissance ensemble, une naissance ensemble, on pourrait même dire à travers l'expérience, une renaissance ensemble du mécanisme. Alors avant de passer à l'autre dimension du contexte, est-ce que parler d'expérience, de la façon dont tu en parles pour la question du bouc émissaire, en lien avec la manière dont l'aborde John Dewey, renvoie automatiquement à la prise de conscience de ce que vit l'individu?
C'est exactement ça, et c'est ça qui nous rapproche aussi de la pensée de Dewey, effectivement, c'est que par les méthodologies d'intervention, de compréhension du mécanisme, on arrive à une conscientisation. Cette conscientisation, d'ailleurs, se faisant au niveau strictement individuel, mais se faisant aussi au sein des groupes par les individus qui en prennent conscience, et pourquoi pas même au niveau institutionnel, à travers les acteurs de l'institution. Cette connaissance permet de faire de l'ensemble des acteurs de l'institution, de véritables acteurs, y compris du processus. Donc il y a une conscientisation de la chose à travers ce. Alors, tu m'autoriseras à lire une citation de Dewey à cet égard. Au lieu, parce qu'il me semble qu'elle répond, qu'elle fait bien écho à ce que tu évoques là, au lieu de penser que nos dispositions et habitudes sont adaptées à certaines institutions, nous devons apprendre à concevoir ces institutions comme des expressions, des projections, des prolongements d'attitudes individuelles généralement dominantes. En l'occurrence, ça signifie que tu pars de l'acteur, de l'individu, et tu le prends comme un acteur qui peut agir sur ce que devient l'institution. Il n'est pas victime d'une institution, exclusivement victime. Il est aussi largement lecteur. Oui, de fait, une institution est toujours contraignante, donc on peut toujours être contraint, donc potentiellement victime de l'institution à travers son organisation, voire ses missions. Mais c'est aussi l'idée que ce sont les individus qui, à un moment, en fonction d'un contexte social et de problématiques, créent les institutions, et que ces institutions-là, de ce fait, et là c'est une hypothèse forte, va générer le mécanisme du bouc émissaire, non pas comme un dysfonctionnement institutionnel, mais comme un fonctionnement institutionnel. Et que donc les individus, de ce fait, mais on y reviendra, sont acteurs, et ils sont finalement acteurs selon deux modalités, ou bien ils sont acteurs conscients parce qu'ils connaissent le phénomène, voire ils l'instrumentalisent, ou ils sont acteurs inconscients parce qu'ils ne sont pas au clair avec ce processus, alors non pas cette fois-ci d'instrumentalisation, mais d'instrumentation tout simplement du mécanisme. Or, notre idée, c'est bien de faire des acteurs conscients. Et de fait, ces acteurs-là, ces personnes dans une institution sont co-producteurs du contexte dans lequel ils évoluent. Exactement. En quelque sorte. C'est la raison pour laquelle le slide, la vignette qui est présentée ici, insiste sur le fait que le bouc émissaire ne peut être compris que en contexte. Et donc, dans cette interaction profonde entre les individus, les collectifs et l'institution, voire même ce qu'il y a autour. Donc, les conditions environnantes sont constitutives de ce contexte-là, et qu'on ne peut, au fond, dégager des principes du bouc émissaire que par la compréhension de la singularité des différents contextes. C'est la raison pour laquelle nous préconisons, dès lors qu'on veut aider les acteurs des institutions à s'engager dans des stratégies de régulation du phénomène, à envisager leur contexte comme quelque chose qui est vraiment fondateur de la dynamique. D'une certaine façon, tu n'en parleras pas dans cette vidéo, mais tu touches là à, en quelque sorte, la démocratisation d'un environnement donné, enfin, dans un environnement donné. Il y a une dimension politique, enfin, ça c'est pour faire le lien avec le travail de Dewey, une dimension politique assez notable dans la pratique du traitement des situations du bouc émissaire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que on doit considérer qu'agir sur le mécanisme du bouc émissaire, c'est donner la possibilité aux acteurs d'agir au sein de l'institution dans une visée démocratique. Et on aurait pu, de fait, tu as raison, on aurait pu proposer une communication sur la démocratie au service des institutions dans la lutte contre le mécanisme du bouc émissaire. On aurait pu faire ça. Et de fait, donc, il y a un lien direct
aussi entre la façon dont on considère une institution avec cette logique démocratique et le mécanisme du bouc émissaire. Et de ce fait, lorsqu'on parle de libre interaction des individus avec leur environnement, avec les conditions environnantes, c'est-à-dire que c'est bien l'idée que le mécanisme du bouc émissaire se développe au-delà même des conditions organisationnelles, elles sont là, que les conditions soient bonnes ou soient mauvaises, mais il y a dans ce contexte-là une interaction de l'individu qui est une interaction qui va viser à, et on y reviendra peut-être tout à l'heure si on a le temps, à orienter le mécanisme dans un sens ou dans un autre. En d'autres termes, cet espace-là est la possibilité pour les individus de s'engager dans les marges de l'institution, on pourrait dire, et d'exercer leur liberté. C'est l'idée également qu'on a déjà vue précédemment, qui est celle de l'interaction. C'est-à-dire qu'on ne peut considérer le mécanisme du bouc émissaire que dans le sens d'interactions profondes entre les différents éléments qui le constituent. Alors, peut-être pour terminer en quelque sorte sur cette dimension presque politique, non, même politique, d'une certaine façon, en travaillant, en appréhendant au mieux et en comprenant au mieux les mécanismes en jeu dans le phénomène de bouc émissaire, on se donne les moyens de reconnaître les déterminants dans un environnement donné pour peut-être mieux contrer des déterminismes possibles. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que le bouc émissaire est porteur de signes victimaires, parfois de signes victimaires qui sont hérités, et donc d'une certaine manière, il y a une sorte d'engrenage pour certains boucs émissaires dans quelque chose qui pourrait paraître comme une sorte de fatalité, et là, l'idée c'est que de fait, au contraire, en connaissant le mécanisme et en travaillant dessus, on regagne la question de la liberté. C'est la raison pour laquelle le mécanisme du bouc émissaire, même lorsqu'il est en institution, est un mécanisme qui est profondément humain. Profondément humain, même si, et là ce serait le sens de cette vignette-là, c'est que le bouc émissaire, d'une certaine manière, est sur la voie de la symbolisation. Et chez les Hébreux, lorsque c'est un bouc qui est sacrifié, on préfère lui sacrifier un bouc qu'un être humain. Et on pourrait dire que ce n'est pas la même chose chez les Grecs. Le sacrifice humain en Grèce ancienne, c'est véritablement des personnes qui sont lapidées, qui sont ostracisées, qui sont exclues. Notre logique à nous, c'est de dire qu'on peut aller de symbolisation en symbolisation à dépasser le côté donc strictement, on pourrait dire, sans dimension symbolique directe. Un être humain sacrifie un être humain, et puis on symbolise un peu plus, et donc un être humain sacrifie un animal, et puis on symbolise un petit peu plus, et on va jusqu'à ce que François Hanoc proposait des boucs émissaires non humains, c'est-à-dire de symbolisation en symbolisation, arriver à ce que la victime soit une victime symbolique. Et on pourrait même dire, aller plus loin dans cette logique-là, l'environnement humain peut générer des événements qui ne soient pas des éléments de sacrifice, on pourrait dire négatifs, c'est-à-dire d'exclusion, mais au contraire des éléments d'intégration. Les événements fédérateurs intégratifs, c'est typiquement dans nos institutions la question du projet fédérateur. Oui, alors est-ce que pour les quelques minutes qui nous restent, avant que peut-être j'aborde une autre dimension, mais très très courte, après sur la dimension pragmatique justement de ce qui se joue et du travail que tu fais, tu nous dis quelques mots du besoin et du désir, de la place du besoin et du désir. Oui, alors on a besoin d'un bouc émissaire, on a besoin du mécanisme du bouc émissaire tout simplement pour éviter la violence destructrice du groupe. D'une certaine manière, cette force destructrice s'oriente différemment.
Et alors là, du coup, très rapidement, René Girard nous a montré que ce besoin d'exorcisation de la violence, d'une certaine manière, est fondé sur le désir mimétique, que la triangulation du désir chez lui est le fondement même de la question du bouc émissaire. C'est parce que nous sommes soumis à cette double logique du mimétisme, c'est-à-dire de l'imitation, et du désir, c'est-à-dire de ce que l'on escompte profondément. Alors, même si René Girard distingue très fortement le désir psychanalytique du désir tel qu'il le développe lui-même, il n'empêche que le désir, c'est vouloir dans un mimétisme d'appropriation ce que l'autre possède, voire ce que l'autre est. Être calife à la place du calife, par exemple. Et donc, d'un point de vue purement pragmatique, on peut considérer que sur la base de l'expérience des cycles de boucs émissaires précédents, se développe la capacité à réorganiser l'institution, voire la propre structuration des individus au regard des objets de désir et du nombre de rivaux par rapport à ce désir. Là, tu avais repris point par point, finalement, des éléments de la citation de John Dewey. Et je constate que la dimension pragmatique est une dimension essentielle dans ton approche du bouc émissaire. Et tu rejoins parfaitement les visées, en quelque sorte, de John Dewey. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on pourra poursuivre cette conversation dans la discussion qui suivra, notamment avec cette idée d'augmentation de connaissances à travers la question du tabou institutionnel. Merci. Je vous remercie. Très bien. Eh bien, maintenant, je vais vous proposer l'intervention de Jean-Marie Bataille. Jean-Marie Bataille qui nous propose une intervention intitulée « Dewey, démocratie et connaissance, enjeu du changement social ». Et voilà. Bonjour, ma présentation est intitulée « Démocratie et enquête, une approche de Dewey pour améliorer les centres de loisirs ». Nous aurons deux grandes parties. Une première où nous nous interrogerons sur comment John Dewey pose la question de la démocratie et à partir de là envisage la question de l'enquête. Et une deuxième partie où nous reprendrons les expériences que nous avons menées au niveau des centres de loisirs à partir de cette littérature et de ce qu'elle nous apprend. Et nous analyserons quelques éléments actuels de cette expérience. D'abord, commençons par expliquer quel est le contexte. Nous sommes actuellement en train de mener une recherche-action-formation qui a débuté en septembre 2020 et qui porte le titre « Comment améliorer l'accueil des enfants au centre de loisirs ». Il s'agit d'accompagner 16 responsables de centres de loisirs eux-mêmes inscrits à l'intérieur de 9 MJC, et de regarder avec eux comment et à quelles conditions on pourrait prendre en charge un certain nombre de problèmes qu'ils auraient identifiés. Ce cadre général s'inscrit dans un cadre plus large, celui des expériences que nous avons menées depuis maintenant de nombreuses années, depuis 1995, portant sur les pédagogies de la décision, terme inventé par Jean Housset, qui lui nous a formés à cette approche. Dans ce modèle, les enfants peuvent décider de ce qui les concerne à partir d'un espace qui s'appelle la réunion, dans lequel ils vont à la fois répondre à la question de comment ça va et de qu'est-ce qu'on peut faire.
les propositions des enfants, les remarques des enfants, leurs demandes d'évolution du fonctionnement restent pour l'essentiel à l'intérieur du séjour. On ne dépasse pas cet espace-là. Lorsque nous avons essayé de mettre en place ces pédagogies de la décision dans les centres de loisirs, il s'est trouvé que les remarques des enfants, leurs demandes de modification du fonctionnement, ont interpellé, bien au-delà du fonctionnement du centre de loisirs, les parents, les équipes, les responsables de l'institution, voire le conseil d'administration ou les élus. Ce qui, dans tous les cas, a amené à l'arrêt de l'expérimentation. Nous cherchons donc une voie pour prendre en compte l'agentivité des enfants et réfléchir à la prise en charge de leurs paroles par les adultes. Dans ce cadre, donc, nous allons regarder ce que peut nous apporter John Dewey à ce propos, et en particulier le fait qu'il pose une certaine idée de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas les actes formels, mais c'est un état d'esprit sur lequel, à partir duquel, un certain nombre de choses vont pouvoir se faire. Il pose que dans une démocratie, les individus ont la possibilité de dire ce qui les affecte et d'essayer de comprendre quelles sont les causes de ce qui les affecte pour pouvoir agir sur ces causes et les transformer en vue d'une situation meilleure. Cette démarche, en fait, a été reprise dans une autre partie de sa littérature, en particulier dans un livre qui s'appelle « Comment nous pensons », sous la forme d'une enquête. Il a identifié dans ce cadre-là plusieurs étapes que je vais reprendre. La première étape, c'est celle de poser une situation problème. Dans cette étape, les individus vont définir, poser, décrire une situation qui les met en difficulté. Deuxième étape, nommer le problème, c'est-à-dire les individus sont invités à trouver une formulation, une façon de dire, de nommer ce qui est identifié comme problème. Troisième étape, à partir de là, ils vont pouvoir rechercher les causes, c'est-à-dire regarder à partir d'autres points de vue quel est ce problème et de quoi il relève. Quatrième étape, c'est celle de l'enquête, c'est-à-dire une fois qu'on a imaginé quelles étaient les causes possibles, on va se renseigner autour de ces phénomènes, autour de ces causes, pour pouvoir avancer dans notre enquête. Enfin, la dernière étape, la vérification des causes, c'est à partir de l'enquête, on a identifié quels étaient réellement les phénomènes à l'origine du problème, et donc on va tester quelque chose qui va nous permettre de dire qu'effectivement, on a bien identifié ces causes réelles du problème, et donc on va pouvoir commencer à les transformer. Dans notre cas, nous avions donc ces individus responsables de centres de loisirs pour lesquels se posait la question de réfléchir à comment améliorer l'accueil des enfants en centre de loisirs. Nous avons donc demandé à ces personnes d'écrire et de décrire des situations, puis de nommer le problème dans cette situation, d'identifier des causes, et enfin, à partir de l'identification des causes, de mener une enquête et ensuite d'envisager une expérimentation, ce qu'ils n'ont pas fait à ce moment-là du travail, mais qu'ils feront dans une deuxième année. Ensuite, ils ont dupliqué cette série d'étapes avec leurs équipes. Alors dans ce cas particulier, les équipes n'ont pas été jusqu'à mener une enquête, ils ont posé simplement des situations. Enfin, troisième phase, c'est la phase avec les enfants. Ils ont utilisé la méthode visuelle
qui consiste à prendre des photos de situations qui posent problème et d'expliquer pourquoi ces situations posent problème, et donc de retenir en fait les différentes situations posées. L'ensemble des situations que j'ai évoquées ici, celles donc des responsables des centres de loisirs, celles de leurs équipes et celles des enfants, nous ont permis de recueillir en tout 85 situations qui ont été codées, catégorisées, et nous avons fait apparaître 13 problématiques différentes relevant de différents aspects du fonctionnement du centre de loisirs. Une fois cette phase réalisée, nous avons demandé aux membres de l'équipe de se réunir avec les directeurs des MJC, donc leurs responsables, et avec les membres de leur conseil d'administration des différentes MJC, pour leur présenter ces problématiques. Pour pouvoir comprendre les phases qui s'enclenchent à l'échelle des 3 années de formation, je vais faire un pas de côté et reprendre les formulations de Thévenaz, des 5 étapes de Dewey, et qui vont nous aider ici à peut-être mieux percevoir les phénomènes auxquels nous sommes confrontés. Thévenaz propose donc, lui, de nommer les choses de la façon suivante. Étape 1, situation indéterminée, incertitude. Nous retrouvons une situation problème. Étape 2, institution du problème. Nous avons dit nommer le problème. Lui, il dit instituer le problème. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Parce que, en fait, effectivement, nommer le problème, le mettre en mots et le présenter à des interlocuteurs qui ont la responsabilité du fonctionnement plus général du centre de loisirs, permet de l'instituer, c'est-à-dire de le faire exister pour ces personnes, et éventuellement d'envisager qu'elles le prennent en charge. Troisième étape, détermination de la situation du problème, de quoi finalement on parle, de quel type de problème on parle. Pour notre cas, dans la 2e année, pour ce point-ci, nous allons utiliser une séance de travail qui portera sur la déconstruction de situations problèmes, choisies en fonction des 3 problématiques, et nous regarderons à l'intérieur de ces situations quels sont les leviers qui fabriquent finalement le problème dans la situation. Ensuite, 2e aspect des choses, nous avons demandé aux responsables des centres de loisirs de s'enquérir de la littérature académique à propos de leurs problématiques, et donc de mieux cerner finalement de quel type de problème il s'agit, avec l'idée de saisir peut-être des problématiques qu'ils n'avaient pas encore aperçues. Dans ce cadre-là, des conférences seront mises en place dans les centres de loisirs avec les membres des conseils d'administration et les directeurs pour que tout le monde puisse construire une compréhension finalement du phénomène soulevé dans les problématiques. 4e étape, le raisonnement. Et donc ça, nous allons l'envisager plutôt sur l'année 2022, au début de l'année 2022. Il s'agit de pouvoir dire de façon raisonnée ce qu'on va faire, c'est-à-dire comment on va changer les choses, comment on va faire évoluer, transformer les situations. Le raisonnement consiste à dire précisément à partir de quoi on va provoquer la transformation, pour quelles raisons, et ceci renvoie effectivement aux connaissances qu'on a acquises sur ces phénomènes. Enfin, 5e étape, le caractère opérationnel des faits significatifs. Derrière cette formulation, il s'agit pour nous d'expérimenter une solution que nous avons présentée préalablement sous forme d'un raisonnement, et donc de mettre en œuvre au cours de l'été 2022 des nouvelles formes d'intervention sur les situations évoquées. Enfin, dans une 3e année, nous reviendrons sur l'ensemble de ces étapes pour envisager l'institutionnalisation des transformations du centre de loisirs à partir des situations qui ont été posées.
Dans une première analyse des matériaux que nous avons récoltés pour l'instant, on peut remarquer que nous avons quelque chose de nécessaire qui est de mettre au travail en même temps la strate des responsables de l'institution et pas seulement les responsables des centres de loisirs. Si on veut envisager une amélioration consistante du fonctionnement des centres de loisirs, il faut aller au-delà du centre de loisirs lui-même et interpeller, interroger à la fois les responsables des MJC et les conseils d'administration. Il s'agit en fait de saisir comment cette parole des enfants, pour l'essentiel, vient s'inscrire dans les règles de l'institution, comme sémiose, pour reprendre un terme de Sébastien Pès, c'est-à-dire comme sens sédimenté dans le fonctionnement ordinaire. Deuxième chose, dire quel est le problème suppose des conditions d'énonciation. C'est-à-dire, ça pose la question de où on énonce et de comment on énonce. Dans le modèle que j'évoquais des pédagogies de la décision, il s'agit des réunions d'enfants, mais on pourrait évoquer d'autres modèles, comme celui de William River George, pour lequel il s'agit d'un parlement des jeunes, des adolescents, ou bien le conseil de maison dans le modèle classique des MJC, ou encore chez les jeunesses catholiques, les JOC, comment l'énoncé est en même temps articulé à une proposition d'enquête. Du côté du comment, une des découvertes de cette recherche action formation, c'est qu'en faisant circuler de la parole des enfants sous la forme de situations énoncées, et non plus seulement de paroles qui seraient juste présentes à l'intérieur de la réunion, nous avons fabriqué finalement un véhicule qui a permis à cette parole d'aller au-delà des sphères habituelles dans lesquelles elle prend place, c'est-à-dire de la rencontre entre les enfants et les animateurs ou les animatrices, pour aller déjà au niveau des responsables des centres de loisirs, et puis finalement des responsables des MJC et des conseils d'administration. Troisième aspect, la phase d'institution du problème est fondamentale. Chaque protagoniste doit avoir le pouvoir de saisir ce qui est dit, pour autant, sans avoir immédiatement à en répondre. Nous avons finalement fabriqué une temporalité. Une fois que les enfants ont énoncé quelles étaient les situations qui leur posent problème, il y a eu un temps certain pendant lequel cette parole a circulé, a pris place, a été entendue, a été prise en compte et a commencé à prendre une forme de réflexion pour une transformation éventuelle. On pourrait dire que, d'une certaine façon, si on veut que cette parole soit performative, transforme les choses, il est nécessaire de respecter le niveau de responsabilité et le fait que quand il est traversé, ce niveau de responsabilité, par une situation problème, doit d'abord s'en saisir avant de dire ce qu'il en est. Nous pensons à ce stade de notre réflexion, à partir de cette première phase d'expérimentation dans notre recherche action formation, que même si nous ne savons pas quelle sera la félicité finalement de la parole des enfants, d'une certaine façon, nous avons été au-delà de ce que nous avions mis en œuvre jusqu'ici dans le cadre des pédagogies de la décision. Je vous remercie pour votre écoute et je vais laisser la parole aux collègues pour les questions éventuelles. Bonjour, ma présentation est un démocratie et enquête. Merci beaucoup.
pour améliorer Alors là, les il faut centres de que je loisirs. coupe ça. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Bataille, pour cette très intéressante intervention. Alors, Madame Kerlan, je vais vous donner la parole pour un petit quart d'heure, si vous voulez bien, puisque vous allez nous proposer en direct des éléments de compréhension de la problématique que vous voulez développer. Et puis ensuite, autour de ces 4 interventions, eh bien, nous pourrons ouvrir un moment de discussion collective. Madame Kerlan, vous avez la parole. Voilà, donc moi je pars d'une position qui n'est pas du tout celle d'un univers, je ne suis ni universitaire ni chercheur, je suis une praticienne, je suis professionnelle de la santé dans le soin orthophonie, mais j'ai quand même enseigné et je continue d'ailleurs en partie une petite part d'enseignement et ainsi que de la formation. Donc c'est toutes ces questions de transmission qui m'ont amenée à réfléchir un petit peu à notre pratique de soins et notre pratique d'orthophoniste. Et mon ancrage, c'est plutôt l'éthique du soin sur laquelle bon, j'ai beaucoup travaillé, j'ai publié même un livre. Et puis, bon, alors juste rapidement pour présenter l'orthophonie, pour juste rappeler que l'orthophonie traite de toutes les pathologies du langage, de la communication, mais aussi de ce qu'on appelle l'oralité, dont par exemple les troubles de déglutition, l'anosmie, les paralysies faciales, etc., à tous les âges de la vie, donc dans un champ extrêmement large, et donc aussi la rencontre d'expériences très différentes. Et donc, moi, mon sujet, c'était de départ, ça a été de savoir comment transmettre cette pratique, qui elle-même évolue dans le temps. Donc, je vais un petit peu revenir sur des choses historiques, l'évolution des modèles de soins, pour montrer un petit peu aussi l'évolution de la place du patient dans ces modèles de soins et pour parler après de cette place qu'on appelle actuellement sous différents termes, patient expert, patient partenaire, etc. Et surtout, donc, qu'est-ce que c'est que l'expérience patient? C'était aussi un petit peu ma réflexion centrale là, pour aujourd'hui. Alors, on a trouvé des écrits, bien sûr, depuis très longtemps. Un auteur qui est très marquant, qui marque encore actuellement la pratique du soin, c'est Hippocrate, parce qu'il a à la fois des valeurs, il a mis en place des valeurs qui sont toujours en pratique, on va dire, hein, des valeurs déontologiques, les valeurs aussi de la relation avec le patient et aussi l'observation, la possibilité, l'importance de l'observation à la fois de la personne, donc de l'écoute de ce qu'elle pouvait raconter et en même temps de son contexte. Et puis, je vais passer des étapes parce que le virage qui est très important, c'est celui qui va vers une science, vers le fait qu'on va annoncer que c'est une science médicale, liée aussi aux connaissances qui se sont développées, en particulier la position de Claude Bernard et qui assoit quand même la médecine, le soin sur des valeurs, disons, de physiologie, avec des biocritères, etc. Et ça perdure encore puisque actuellement, on est encore sur ces critères de preuve avec ce qu'on appelle l'evidence-based medicine ou l'evidence-based practice, qui tient une place mais énorme et qui joue beaucoup à la fois dans l'enseignement et à la fois dans la pratique. Alors évidemment, il y a des auteurs qui ont quand même mis en cause cela et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Enfin, pour moi, je pense que ça explique aussi pas mal de choses. C'est évidemment Canguilhem, hein, qui remet en cause aussi cette continuité entre le normal et le pathologique, et en disant que même quand on est dans un état pathologique, ce n'est pas qu'on n'a pas de normes, mais on est obligé d'adapter et de produire d'autres normes. Et puis, parallèlement, mais plus tardivement, on va dire, il y a un courant de démocratie en santé qui a commencé en particulier au début du XXe siècle, avec les associations de malades psychiatriques et puis surtout ce qu'on connaît peut-être un petit peu plus, les alcooliques anonymes. Et le gros tournant, c'est celui des années 80, où le patient va s'emparer d'une place importante parce que ce sont des patients particuliers, ce sont des patients de milieux pas tout à fait aussi divers que dans d'autres maladies. Et puis, une maladie qui est aussi assez curieuse, qui met beaucoup les soignants dans des positions de
de perplexité. Et donc, ce sont les patients qui vont se saisir de données et qui vont avoir cette place de patients, ce qu'on appelle maintenant un petit peu des patients sachants. Et ils agissent, et on est obligé de leur faire de la place. C'est ce qui a donné ce que Olivia Gross a développé dans son travail de recherche, la démocratie en santé, et qu'on arrive aujourd'hui à différents modèles comme l'éducation thérapeutique du patient et le partenariat patient, avec en particulier la charte d'Ottawa. Donc, vu le petit temps qui m'a été accordé, je ne vais pas vous l'exposer. En France, pour prendre un petit peu la situation française, c'est la loi Kouchner qui intervient en 2002 et qui développe l'autonomie du patient et en particulier les droits sur lesquels on s'appuie encore beaucoup actuellement, qui veut dire que le patient va décider de ses soins avec. Alors, vous allez me dire, dans la pratique, c'est effectivement pas toujours le cas, ça devrait. Mais pour cela, évidemment, il faut l'informer, il faut qu'il soit informé sur sa maladie, sur les traitements et sur les pronostics qui sont envisagés, et de façon à ce qu'il puisse décider, y compris même refuser un soin. Et puis, c'est aussi, la loi Kouchner fait la place aux usagers dans le système de santé, c'est-à-dire maintenant, dans toutes les institutions, il y a des représentants des usagers, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à la HAS, que ce soit un petit peu partout, sous différentes formes, mais maintenant, les usagers ont leur place. Une loi qui est aussi importante et qui fait aussi une place donc aux patients un petit peu différente, c'est la fameuse loi HPST de 2009, où on institue l'éducation thérapeutique du patient, ou avec des différents modèles. Un modèle qui est plus un modèle où on voudrait apprendre aux patients, alors plus vertical, où on veut apprendre aux patients comment se soigner pour éviter pas mal d'effets négatifs. Et puis, l'éducation thérapeutique du patient est aussi souvent envisagée dans un autre modèle qui est plus participatif, où le patient a vraiment sa place et c'est lui qui va pouvoir décider, mais effectivement, on va lui donner quand même des connaissances et les moyens de décider, ce qui a été développé sous le terme d'empowerment et avec certaines compétences qui sont évoquées par un auteur qui s'appelle Minax. Alors, dans d'autres pays, si je fais la comparaison avec d'autres... Alors, d'abord, pour informer le patient, pour éduquer, entre guillemets, le patient, il faut communiquer avec lui parce qu'il n'a pas forcément les mêmes outils, il n'a pas les connaissances, il n'a pas la même terminologie. Et donc, les pays comme, par exemple, le Canada, le Royaume-Uni, ont mis déjà au point depuis bien longtemps des outils pour communiquer. Je prendrai, par exemple, l'outil et stratégie pour communiquer avec le patient de Kurt Silverman. C'est à la fois les Canadiens et les Anglais qui s'y sont mis, qui ont produit, c'est eux qui ont produit la grille de Calgary-Cambridge, qui est un outil pour les soignants pour mieux s'entretenir, communiquer avec le patient. Ensuite, qui a été traduite en français par Lucier et Richard, qui sont aussi à l'origine d'un livre collectif énorme donnent aussi des outils qui forment les médecins là-bas au Québec en particulier sur comment mieux communiquer. Donc, leur livre s'appelle « La communication professionnelle en santé ». Et puis, donc, parallèlement, en France, on a quelques outils, mais qui sont, à mon avis, quand même un peu pauvres, des outils pour communiquer, pour mieux communiquer. Alors, on a maintenant pas mal de courants de formation sur une meilleure communication, une meilleure mise en place de la relation avec les soignants, déjà dans l'enseignement, dans la formation initiale, par exemple, ce qu'on appelle la simulation. Par exemple, ici, c'est ce qu'essaie d'apporter aussi la médecine narrative, en essayant d'avoir un peu de mise à distance par rapport aux connaissances uniquement scientifiques, mais aussi comment se mettre un petit peu à la place du patient et de ce qu'il vit. Donc, je voudrais développer aussi cette idée du partenariat c'est effectivement à Montréal que s'est développée une équipe de Montréal qui est mêlée de chercheurs et de patients, ce qu'on appelle maintenant des patients partenaires. Luigi Flora, qui maintenant travaille à Nice, Vincent Dumais, sont des patients partenaires. Et donc, ils ont produit ce qu'on appelle, et sur lequel on s'appuie beaucoup maintenant, le modèle du partenariat patient, où on est passé, alors là, vous voyez le déroulement, c'est-à-dire passer d'un modèle vertical paternaliste à une approche centrée patient. On se préoccupe quand même du patient, on prend en compte un petit peu plus, comme dans la définition d'ailleurs de l'OMS de la santé, de son contexte
et de sa personnalité, de sa singularité, pour arriver au partenariat de patient qui, quand même, là, met le patient au même titre que les autres dans l'équipe soignante. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte vraiment ses savoirs et en particulier le fait que lui vit avec la maladie, donc il est obligé d'adapter au quotidien toutes ces actions pour vivre avec la maladie. Angela Coulter, par exemple, dit qu'un patient chronique passe 5 heures de sa vie avec les soignants, hein, par exemple avec le médecin, et ça va être au moins 50 heures, je dirais moi 50 heures à 100 heures pour mon domaine qui est le domaine de l'orthophonie, parce qu'on voit les patients très longtemps et sur des séances répétitives, mais sur des temps très longs. Et par contre, le patient, elle évalue 7 555 heures par an à se soigner. Donc, à organiser ses soins, à savoir prendre ses médicaments, à aller faire ses analyses, etc. Donc, il a une connaissance, il a un savoir, c'est une expérience, mais c'est aussi un savoir sur ce que provoque la maladie chez lui et que donc on ne peut plus le considérer uniquement sur la catégorisation de ses symptômes. Donc, il devient acteur. Alors, ça va même au-delà, c'est-à-dire que c'est lui qui peut décider aussi, au même titre que les soignants, de ce qui va être décidé en traitement. Et donc, ça va beaucoup plus loin que ce qui était proposé. Alors, donc c'est ce que je vous disais. Lui aussi, déjà, le minimum, c'est qu'il se renseigne sur sa maladie. La plupart du temps, maintenant, les gens ont quand même quelques éléments. Ils sont allés consulter sur Internet ou ils ont demandé dans leur entourage. Et ça peut aller jusqu'à des connaissances assez pointues. Et puis, Catherine Tourette-Turgis, qui a créé l'Université des patients en 2010, dit elle-même, dans ses écrits, elle compare l'activité qui est mobilisée par le patient à une activité productive. Donc, il faudrait mieux prendre en compte, beaucoup plus prendre en compte. Voilà, je passe là-dessus. Et donc, le patient partenaire, c'est un patient ressource avec d'autres patients. C'est un petit peu ce qu'on trouve dans la pérédance en psychiatrie. C'est un patient expert en ETP. Maintenant, on utilise presque exclusivement le terme de patient expert plutôt en éducation thérapeutique du patient. Ça peut être aussi donc un patient enseignant, ou on peut l'appeler aussi patient formateur ou patient intervenant. Et donc, en Angleterre, dans d'autres pays, on a maintenant des patients qui sont vraiment reconnus comme enseignants à titre plein. Hein. Donc, par exemple, en Angleterre, il y a déjà au moins 200 patients, si ce n'est pas plus. Et en France, ça démarre. Il y a eu déjà 3 colloques sur l'engagement des patients dans la formation médicale. Le dernier a eu lieu très récemment, c'était en octobre 2021. Et puis, le patient peut aussi participer, bien entendu, à la recherche de façon active. Même au Québec, on développe des formations pour les patients pour qu'ils participent aux équipes de recherche. Et en France, un exemple, c'est la plateforme qui a été mise en place sur différentes pathologies, la plateforme Compare. Alors, c'est un petit peu à partir de cette expérience, je vais partir de patients enseignants en orthophonie, où j'ai essayé de creuser un petit peu la question, parce qu'effectivement, dans les écrits que j'avais lus et dans moi aussi, de ce que je pensais, il me semblait essentiel que le patient puisse intervenir dans l'enseignement des soignants que sont les orthophonistes. Donc, dans les patients enseignants, on différencie différents niveaux. Le premier niveau, c'est le témoignage. Le deuxième niveau, c'est vraiment, il va donner cours avec ses outils, hein, c'est l'enseignant. Et le troisième niveau, c'est la participation éventuellement à l'évaluation. Ça se fait, par exemple, au Québec, les patients participent à l'évaluation des futurs médecins, à l'organisation aussi de l'enseignement, éventuellement aux commissions pédagogiques. Alors, il y a effectivement des formations qui existent pour former quand même ces patients partenaires, patients enseignants. Bien sûr, l'Université des patients de Paris, mais il y a aussi Marseille, Toulouse, Montpellier, ça se développe, Nice, Grenoble, Créteil. Créteil, ça va être prochainement sur l'objectif, par exemple, du médicament. Angela Tool, qui est aux Pays-Bas, a travaillé aussi ces questions et fait une liste un petit peu de compétences des patients enseignants et donc évoque ça dans la fameuse déclaration de Vancouver. Alors, on s'aperçoit, elle a étudié ces travaux qui ont étudié les effets, mais il y en a d'autres maintenant, les effets sur les étudiants en médecine. Ils sont plus respectueux, ils ont
une meilleure sensibilité, ils sentent mieux les besoins des patients, ils sont moins anxieux, même y compris de rencontrer un patient avec toute sa problématique. Ils sont plus dans l'empathie et ils acceptent mieux la décision partagée. Pour les patients enseignants, il y a aussi des effets, c'est qu'ils ont un meilleur sentiment, bien sûr, de reconnaissance. Et je vais vous parler, moi, de l'expérience que j'ai pu observer en orthophonie. Alors, j'ai déjà enquêté, savoir ce qui se faisait dans les différents centres d'orthophonie en France, centres universitaires. Et il n'y avait aucun modèle précis. Il y avait beaucoup, les étudiants recevaient beaucoup de témoignages, beaucoup d'enseignants font témoigner, alors quelquefois en direct, quelquefois en visio, quelquefois par un petit film qu'ils passent, par des conférences, mais rien de construit, rien de structuré. Par contre, j'ai une collègue qui travaille à Nancy, qui enseigne au centre de formation des orthophonistes de Nancy, et qui depuis déjà donc, un certain moment a mis en place des ateliers avec des patients aphasiques. Donc, vous voyez que ce n'est pas si simple que ça. Et c'est des patients qui n'arrivent pas toujours à s'exprimer verbalement. Donc, elle a vraiment voulu prendre la vérité du terrain. Donc, c'est Lise Potier qui a travaillé avec des étudiants. C'était la production de travaux de niveau master d'étudiants en orthophonie. Le dernier, il vient de paraître. Et le premier, c'était juste les témoignages de patients qui sont venus pendant le cours. Le deuxième, c'est les patients ont construit des ateliers pour montrer aux étudiants un petit peu ce que pouvait rencontrer un patient aphasique. Donc, ils ont construit des ateliers de mise en situation et puis qui n'ont pas pu être appliqués parce que c'était la Covid. Et c'est donc l'étudiante de cette année, qui maintenant est orthophoniste, qui a observé la mise en place de ces ateliers avec les étudiants en orthophonie. Il y avait eu aussi en 2018 une observation d'un étudiant avec un chercheur, Nicolas Le Chopel, qui a travaillé à Lyon sur qui a observé, qui a fait une observation sur quels effets faisait le témoignage de patients laryngectomisés, des laryngectomisés auprès des étudiants, mais aussi auprès d'eux-mêmes. Il y a des projets, entre autres une jeune orthophoniste, Ilona Verba, qui travaille beaucoup sur le partenariat patient et qui met en place ce genre de pratique dans le centre de formation de Tours. Moi-même, ayant eu contact avec les étudiants l'an dernier, j'ai envoyé un questionnaire aux étudiants en orthophonie pour savoir s'ils avaient eu des Madame Kerlan, il vous reste 2 minutes. Ça va aller. Merci, madame. Donc, auprès des étudiants, leur demander comment est-ce qu'ils avaient eu des témoignages, comment ils recevaient ça, est-ce qu'ils étaient satisfaits, est-ce qu'ils voulaient en avoir plus, etc. Et donc, de cette étude, il y a eu beaucoup de satisfaction de la demande d'en avoir plus. Pour eux, c'était essentiel. Voilà, et donc moi, ce qui m'a interrogée par rapport au colloque d'aujourd'hui, c'est cette notion d'expérience patient qu'on retrouve en particulier dans l'Institut Expérience Patient, qui s'appuie sur une définition du Berry Institute que je vous ai mise en gras, et où, moi, elle me dérange un petit peu parce qu'elle fait la place quand même à l'organisation, et en pensant qu'en modifiant des organisations, on va modifier peut-être le ressenti du patient. Et pour ça, je pense que c'est important de se creuser sur cette question de qu'est-ce que c'est que l'expérience pour un patient, et pourquoi est-ce qu'on parle d'expérience patient. Voilà, donc je me suis appuyée sur un petit peu je mets là une citation de Dewey, l'expérience c'est à faire, la véritable matière de l'expérience, c'est à visée adaptative, d'habitude, etc. Hein, c'est dans reconstruction philosophique. Et puis aussi le fait que c'était intéressant de se pencher sur cette question du patient qui vit une expérience ainsi que les étudiants, que c'est nécessaire qu'il y ait un récit, c'est aussi comment est-ce que ça doit être formulé. Et pour ça, je me suis effectivement appuyée sur des notions d'apprentissage réciproque dont parle Joris Thiepnaz, et aussi, par exemple, aussi son exemple d'observation de la consultation médicale, et puis aussi sur des écrits de Grégory Aiguier ou Luc Bégin, qui aussi s'intéressent à l'éthique de la formation et du pouvoir d'agir. Voilà, merci, j'ai terminé très rapidement.
et un petit peu… Merci beaucoup, Mme Kerlan. Merci pour votre intervention qui, justement, parce qu'elle n'est peut-être pas tout à fait achevée, va peut-être générer des questions. Alors, très bien, alors donc j'ouvre un moment de discussion, de questionnement, si vous voulez les uns les autres intervenir. Dans le bouc émissaire, tu parles du passage de victime à acteur, me semble-t-il, conscient ou inconscient d'ailleurs, tu précises, me semble-t-il. Et donc, je voulais que tu clarifies ce passage-là et je voulais savoir si, c'est là où j'ai pas tout compris, en quoi Jane Dewey intervient ou pas, d'ailleurs, dans ce changement de statut. Merci. Merci de cette question parce que, non, de fait, c'est pour l'ensemble des acteurs de l'institution et donc du cycle de ceux qui participent d'une certaine manière au groupe et donc qui vont créer un moment une victime que l'intervention s'adresse à l'ensemble des personnes. À l'intérieur de ces personnes-là, il y aura une victime potentielle. L'idée, c'est que l'ensemble des acteurs soient conscients de ce qui se passe à travers, pourquoi pas, cette compréhension de ce qu'on a très bien dit ce matin et qui m'a beaucoup éclairé sur finalement dans notre façon de faire comprendre les choses, il y a la double base, la base empirique et la base conceptuelle. C'est-à-dire que quand on intervient sur le cycle du bouc émissaire en institution, eh bien, on a à la fois une base empirique parce qu'on recueille les données, et donc on discute, on intervient, on voit comment les gens, on fait de l'analyse institutionnelle, disons les choses, et qu'on rapporte ça à la conceptualisation que nous avons par ailleurs développée, notamment les 3 moments de la construction de la figure du bouc émissaire, discrimination, stigmatisation, exclusion, et les 7 étapes qui nous permettent finalement de faire un lien avec les étapes qu'a développé Jean-Marie Bataille sur la base de ce qui nous avait été évoqué avant, et les différentes étapes, les différents stades, même si on a bien compris que c'était interactif, y compris dans notre problématisation, c'est-à-dire que la situation d'incertitude, c'est quand est-ce qu'on va devenir bouc émissaire, qu'est-ce qui va nous arriver et sur quelle base. La question de nommer, c'est pour nous la question de nommer des obstacles, etc., etc. Et on voit comment on fait comment l'ensemble se développe, et avec cette idée quand même fondamentale que la conscientisation, en fait, elle est pour tout le monde. Elle n'est pas que pour la victime. Et ce n'est pas parce qu'on est conscient de victime qu'on va s'en sortir. Elle est pour l'ensemble des acteurs, y compris pour les acteurs qui sont en train de stigmatiser quelqu'un et qui, à un moment, peuvent prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire, et surtout du fait que le mécanisme est un mécanisme qui est un mécanisme structurel et d'une certaine manière, qui instrumentalise les individus au sein de ce cycle-là. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle, par rapport aux éléments qui ont été développés sur l'expérience de Dewey, eh bien, ce qui était pratiquement de l'ordre de l'intuition chez nous, en fait, se marque de plus en plus fortement. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'ensemble des intervenants, même si M. Danvers et Mme Lortois ne sont pas là? Moi, j'aurais peut-être une question pour Jean-Marie Bataille. Au fond, cette pédagogie de la décision dont il est question, c'est quasiment la pédagogie coopérative de Freinet ou la pédagogie institutionnelle de Houry. Ou comment ça s'articule? Exactement, la pédagogie de la décision qui a été inventée par Jean Housset, il s'inspire à la fois de la pédagogie institutionnelle et des approches, des approches de l'époque. Enfin, au moment où la pédagogie institutionnelle se crée, il y a plusieurs courants qui se développent à ce moment-là. Oui, complètement. Le point d'inspiration est à cet endroit-là.
Mais du coup, dans l'expérience là qu'on a relatée, il y a quelque chose qu'on a identifié, c'est que le modèle de Jean Housset se développe dans des colonies de vacances, donc c'est des séjours, c'est fermé sur lui-même, et donc il peut se passer des choses à l'intérieur, et au fond, ce qui est dit dans les réunions ne va pas tellement dépasser cette frontière du séjour. Alors que dans un centre de loisirs, les enfants viennent et repartent chaque jour. Les parents ne sont pas loin, les responsables administratifs et institutionnels ne sont pas très loin aussi. Et au fond, c'est à ce moment-là que ça pose problème. Puisque ce que disent les enfants vient perturber le fonctionnement habituel et vient l'interroger. Et ça, je réalise que il manque quelque chose dans le modèle des pédagogies de la décision pour faire ce travail d'articulation avec l'institution. Le modèle de Dewey et de l'enquête, c'est-à-dire le fait qu'on puisse énoncer un problème et donc après le faire circuler une fois qu'il est énoncé, me fait découvrir qu'il y a une possibilité tout à fait intéressante pour que l'institution se mette au travail, en fait. Alors, je poursuis ma question. Est-ce que, parce que si j'ai bien compris, il y a deux moments dans ce que vous avez développé sur cette pédagogie de la décision, c'est-à-dire le moment initial. Alors, vous l'avez appelé le SAVA, je ne me rappelle plus comment vous l'avez appelé, le SAVA, hein, c'est ça Oui, SAVA. dans le moment, dans les réunions, il y a deux moments. Il y a le comment ça va et après, qu'est-ce qu'on fait. On reprend des éléments de la pédagogie institutionnelle, hein, très clairement. Oui, mais du coup, est-ce que c'est au sein de la même réunion ou est-ce que c'est dans deux réunions distinctes? C'est-à-dire qu'en pédagogie institutionnelle, le quoi de neuf du matin ou le ça va pas du matin, effectivement, est dissocié du conseil de type coopératif, qui fait que, justement, d'une certaine manière, la décision qui est possible au conseil coopératif n'est possible que parce qu'il y a eu ce ça va pas, mais différé dans le temps. Tout à fait. Et du coup, dans le modèle des pédagogies de la décision, c'est pas découplé, c'est-à-dire que du coup, on n'est pas exactement dans le modèle de la pédagogie institutionnelle, mais j'entends tout à fait, en m'appuyant sur le travail de Sébastien Pess à l'école de la Neuville, on voit très bien effectivement la différence. C'est-à-dire que il y a à la fois le quoi de neuf et le comment ça va d'un côté, et puis il y a cette réunion dans laquelle va se travailler les règles institutionnelles et comment finalement on peut interroger la construction de l'institution. C'est-à-dire, quand on décide de créer un centre de loisirs, on le décide à partir d'un collectif qui va se donner des objectifs par rapport à cette institution centre de loisirs et va fonctionner ensuite. Et du coup, là, l'important, c'est à quel endroit et de quelle façon, finalement, les participants de cette institution vont pouvoir en permanence la faire vivre, la faire se développer, la faire se transformer. Et on retrouve cette idée de Shepers de sémiose, donc, qui, comme Dewey, fait partie du pragmatisme. Et du coup, il y a des traces des discussions dans des objets, des règles, et qui sont là et qui sont disponibles. Et du coup, dans les fonctionnements aujourd'hui des centres de loisirs, c'est pas du tout ça qu'on observe. Finalement, les enfants viennent participer aux activités du centre de loisirs, mais ils n'ont pas leur mot à dire et n'ont pas une capacité à interroger les règles de fonctionnement. Donc c'est de ça en fait qu'il s'agit là aujourd'hui avec cette expérience, c'est de poser la possibilité d'une mise en mouvement de l'institution centre de loisirs, quelle qu'elle soit, quel que soit le type de centre de loisirs auquel on a affaire, et donc du coup de créer un modèle dans lequel on prenne l'habitude finalement de discuter. Mon idée dans la 3e année, c'est justement qu'on arrive à aller pas à pas vers le modèle de la pédagogie institutionnelle. Et donc de l'idée d'un conseil des enfants, d'une réunion avec les enfants qui soit le conseil et dans lequel les règles soient discutées. Mais ça, c'est un objectif que je souhaite. Je ne sais pas si j'y arriverai à l'atteindre. Mais du coup, d'un point de vue, alors, et puis après je laisse la parole à ceux qui la veulent, hein, d'un point de vue, on va dire, plus méta, est-ce qu'on ne peut pas considérer que le centre de loisirs est une institution parmi d'autres et que de même qu'on a dit depuis hier que la démocratie de Dewey mérite d'être mise en place dans les actions quotidiennes et donc dans l'ensemble des institutions, d'une certaine manière, la pédagogie institutionnelle pourrait se développer
quelle que soit l'institution, y compris celle du centre de loisirs, même si elle est parasitée par l'extérieur, comme d'autres le sont. Tout à fait, et c'est là, en fait, quand j'ai été chercher Dewey pour cette expérience, je l'ai dans ma tête, il y avait l'idée que je devais consolider la perspective de la possibilité de discuter des situations problèmes. C'est pas du tout évident. Et donc, du coup, l'appui du Dewey, philosophe de la démocratie, a été pour moi d'un grand secours. C'est-à-dire que là, en venant dans cette institution en disant on est là, on intervient et on va poser des questions à propos des situations problèmes du point de vue de la démocratie, parce que c'est de ça dont il s'agit, a été un vecteur très puissant pour le faire accepter en fait par l'institution et mettre les choses au travail. Et donc, du coup, je dirais que finalement, ce qui existe dans la pédagogie institutionnelle et dans la pédagogie des décisions, cette démarche démocratique, finalement, il y a une sorte de rencontre et d'assises mutuelles, en fait, finalement. Les choses s'étayant mutuellement pour pouvoir faire avancer la parole des enfants, ce qui est le point le plus important. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Madame Kerlan, Monsieur Bataille, moi-même? Le silence semble régner. Jean-Emmanuel, tu voulais poser une question, non? Ah, on ne t'entend pas. Oui, pourquoi pas. Alors, en vous écoutant et en écoutant Mme Kerlan, il y a un mot hier, il y a un mot qui m'est revenu, que j'ai entendu hier. C'était les situations fictives. Et ça peut s'adresser à tous les trois, mais peut-être d'abord à Mme Kerlan. Alors excusez-moi, je ne me souviens plus dans quel contexte on a entendu ce mot-là. Et c'est vrai que je suis sensible à ça par rapport à la théorie de l'enquête, par exemple. Voilà. Il m'a semblé dans ce que disait Mme Kerlan, mais on était dans des situations réelles, quoi, de prise en charge. Alors la question pour M. Bataille, ce serait, est-ce que, par exemple, un conseil d'enfant, est-ce que c'est une situation fictive ou pas? Est-ce qu'on ne provoque pas justement une situation? Voilà. Bon, d'abord, Mme Kerlan, peut-être. Alors, il y a les deux, puisque j'ai parlé des situations dans lesquelles on met les étudiants dans une situation de simulation, qui est une situation complètement fictive. Et justement, je pense que ça ne peut être qu'un aspect, et que si on éduque que comme ça les futurs soignants, on passe à côté. C'est le petit peu qui peut leur apporter un minimum d'entrée dans cette question de qu'est-ce que c'est que vivre une expérience de patient, qui d'ailleurs peut être l'expérience de tout un chacun, bien entendu. Alors que pouvoir, et ça c'est une question, il y a plusieurs questions, moi dans mes questions actuelles, c'est qu'est-ce que c'est que cette expérience patient? Et je pense que justement Dewey peut apporter des choses, même si je ne suis pas une spécialiste du tout de Dewey, loin de là, très loin de là. Par ailleurs, c'est comment faire, parce qu'il y a effectivement des référentiels de compétences, entre autres Luigi Flora a fait, sur des compétences qu'il faut pour les patients pour communiquer. Et moi, l'autre question, c'est ces patients qui communiquent, qui acceptent d'être communicants, enseignants, tout ce que vous voulez, qui sont-ils et est-ce qu'ils représentent sociologiquement un petit peu et psychologiquement, on peut dire aussi, voilà, parce qu'il faut avoir, c'est ce qu'on constatait avec un groupe de travail, c'est qu'il faut déjà, il y a quelque chose qui fait qu'on devient patient partenaire, qu'on devient patient enseignant, etc. Ma collègue, par contre, à Nancy, il y a eu sans doute ça aussi, mais elle a essayé de prendre des gens tout venant. Et je pense que ça, c'est intéressant parce que là, on est effectivement dans du vécu. C'est pas du tout une situation fictive. Alors,
peut-être pour compléter ce que disait Joris Thiévenaz tout à l'heure, c'était effectivement que lui, il partait de situations telles qu'elles se déroulent dans les choses telles qu'elles sont. Cependant, il faut remarquer que dans ce qu'il prend comme exemple, c'est-à-dire la situation du médecin avec son patient, au fond, c'est déjà une situation construite. Et je vais vraiment m'appuyer sur la logique du terme situation, qui se différencie du coup de l'expérience. Les situations est une construction sociale. Et donc, du coup, on voit bien là un modèle finalement de comment se passe la relation entre le patient et le malade pour faire le diagnostic. Dans mon cas, je me suis vraiment posé la question, c'est-à-dire au fond, est-ce que je n'étais pas en train de fabriquer des situations problèmes? En fait, non. J'ai fini par comprendre que, d'une certaine façon, je permettais leur expression, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, je cherche à fabriquer finalement le conciliabule du patient et du médecin, et où le diagnostic se fait, pour un autre domaine d'activité qui est le champ du travail social. Moi, je parle de travail social situationnel. Au fond, il y a quelque chose qui est de fabriquer une modalité pour ces professionnels de l'enfance, de comment ils s'enquièrent des choses qui se passent et comment ils les mettent au travail et à quelles conditions finalement. Et donc, du coup, il y a une fabrication d'un type de discours, une situation problème, qui est là proposée, qui me semble être une manière d'appréhender les choses. Mais effectivement, on pourrait l'entendre aussi comme une situation non réelle, fictive. Eh bien, merci. Alors, dans l'expérience patient, j'étais en train de me demander, au fond, par rapport à ce que nous proposait Jean-Marie Bataille ou moi-même dans les interventions en institution, qu'est-ce qui justifie en fait le qualificatif ou le substantif ensuite, patient, élève, pourquoi pas, l'expérience citoyen, si on est dans une logique citoyenne. Et je revenais aux catégories multidimensionnelles de l'expérience qu'avait développé Bourgeois sur le cognitif, le conatif, l'émotionnel et le corporel. Et je me disais qu'au fond, ces 4 ingrédients-là devaient se retrouver certainement partout, mais peut-être avec des degrés différents. Qu'est-ce que vous en pensez, Mireille et Jean-Marie? En d'autres termes, quel est l'intérêt par rapport au concept d'expérience de le contextualiser au regard d'une population cible? Qu'est-ce qui distingue d'une autre population? Ce que j'aurais envie de dire, c'est que la situation de patient, elle est une situation ancrée dans la vie de tout le monde. Elle n'a rien de typique. Elle est, sauf qu'on traverse la maladie, et que ça, effectivement, c'est un peu ça, c'est cet événement qui fait que on commence, peut-être pas tout le monde aussi, c'est ça aussi qui réfléchit parce qu'il faut effectivement s'adapter à cette maladie qui vous survient. Donc, il y a effectivement ce déroulement un petit peu qu'on voit dans l'expérience, comme le décrit Dewey. Mais elle n'est pas forcément pensée. C'est là aussi, c'était une question moi je me suis posée, où il le dit quand même à certains moments, mais qu'effectivement on passe par le récit. Et finalement, c'est l'application qu'on a maintenant un petit peu dans l'enseignement de la médecine narrative, c'est-à-dire de passer par le récit. Et quelle est la place justement de ça pour faire émerger et ce qu'on peut appeler à ce moment-là. Mais est-ce que voilà, c'est aussi, et puis il y a plein de termes. C'était aussi cette terminologie, je trouve, tellement floue autour de tout cela, et qui, à mon avis, aussi parce que dans la tête, les concepts sont flous, et dans l'application par rapport à ce que l'on essaie de mettre en place. Merci Mireille. Jean-Marie, une réponse par rapport à ça, et ensuite il y a M. Bellevue qui avait peut-être posé une question. Oui, ben je rejoins ce qui vient d'être dit juste précédemment, parce que effectivement, quand on prend l'exemple du patient, il n'a pas forcément conscience qu'il vit une expérience de patient. Il le vit, il est dans cette situation-là. Voilà. Et du coup, je reprendrai bien les 3 termes
de Peirce, pour le coup, entre émotion, expérience et situation, qui sont des niveaux de conscience différents finalement de ce qui est vécu. Et du coup, il y a quelque chose du passage, en tout cas, de l'émotion à l'expérience, donc comment ça se construit. Donc ça peut être par le récit. Dans mon cas, c'est par le fait que j'amène les gens à écrire et à décrire des situations. Et ensuite, il y a un niveau supplémentaire qui est de passer de l'expérience à la situation, c'est-à-dire être capable de comprendre qu'est-ce qui, dans l'organisation de la société et de cet espace-là singulier de l'institution, participe à fabriquer ce type d'expérience-là. Et donc, du coup, c'est un autre niveau encore d'appréhension finalement des choses et qui nécessite, lui, un autre travail et que moi, je trouve qu'il se branche bien, on peut bien brancher, du coup, la question de l'enquête à cet endroit-là pour pouvoir le faire. Juste à appuyer ce qui a été dit par rapport à la conception déoïenne de la démocratie, du point de vue institutionnel. Et je voudrais surtout préciser que Dewey est aussi un philosophe de la démocratisation institutionnelle. Et surtout par rapport au renversement qu'il a prodigué au niveau des relations. Donc, il a mis l'accent sur la nécessité de renverser les modes de relation, la relation verticale à la relation horizontale. Et j'étais très attentif par rapport à ce que vient de dire un des intervenants sur la nécessité d'impliquer les enfants, de permettre aux enfants de jouer un rôle évidemment important dans les décisions institutionnelles. Et Dewey a beaucoup mis l'accent sur la place des enfants en renversant, je dirais, les modes d'interaction entre enseignants et apprenants. Et il a même aussi encouragé la nécessité d'intégrer les parents de façon à repenser la chaîne décisionnelle au niveau institutionnel. Je vous remercie de votre présence et